Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien, et ben, elle commence bien cette émission, j'espère que vous allez bien, on est jeudi soir, c'est Conversation, et aujourd'hui je suis avec Nicolas. Comment vas-tu, Ça va, Romain, Nicolas merci. Boadesi? Je suis ravi que tu sois là, parce qu'on Moi s- aussi. on s'est rencontrés à quoi? Une petite année maintenant, hein. Ça Un devait an et être... demi, ouais. Ouais. Mm. Et tu avais participé à une régate avec des start-upers, et Mhm. c'était en plein été. C'était vraiment très drôle. Moi, j'avais suivi ça de loin. Je vous ai vu vous amuser. Et je voulais vraiment te recevoir parce qu'il y a un peu une actu en ce moment avec le Vendée Globe. Et en même temps, parce que j'adore recevoir sur ce canapé des personnes qui, à la fois, se bougent le cul pour faire plein de trucs, et qui, en même temps, sont dans des secteurs qu'on connaît finalement assez mal. Même Mhm. si à le Vendée Globe, c'est extrêmement exposé, mais finalement, ça m'intéresse d'avoir un skipper sur ce canapé et se dire, ok, comment ça marche en vrai? Alors j'aurais sans doute plein de questions très connes, du type comment on dort la nuit quand on est sur un bateau? Et en même temps, ce serait cool qu'on aille un peu plus loin et qu'on voit ce que c'est. Moi j'ai envie de comprendre ce que c'est la vie d'un skipper. Est-ce qu'il fait juste faire de la navigation ou est-ce que ça veut dire qu'il doit monter une boîte et voilà, comment ça marche? Ouais. Déjà, moi ce qui m'intéresse c'est que donc, t'es skipper aujourd'hui. Mhm. J'ai même presque envie de dire que t'es sportif parce que tu fais pas que de la voile. Mais pour parler que de la voile, comment ça a commencé cet amour de la voile et cet amour de se dire tout d'un coup, tiens, je vais prendre un bateau et partir 3 mois tout seul sur la mer. Ça commence comment cette histoire? Ça commence déjà d'une manière un peu atypique puisque je suis originaire d'Alsace, je suis né en Alsace, Ce qui n'est pas forcément la région où il y a beaucoup d'eau. voilà, à quelques 1000 kilomètres de l'océan, et j'ai grandi mes 17 premières années en Alsace. Ok, Donc la mer était évidemment pas une évidence pour moi, bien que c'est grâce à la famille en fait, et aux grands-parents et aux parents qui nous ont ouvert justement sur le côté voyage et le côté culture du sport, et du sport comme culture du bien-être évidemment. d'accord. C'était Pas quelque le chose côté qui était performance, c'était plus le côté plus le plaisir, côté découverte. plaisir, Ok, bien-être, indissociable du côté réussite professionnelle, travail. ok. Voilà, donc c'est vraiment ça c'est de là que ça a démarré, c'est le bord de mer, les vacances le bord de mer et les premières navigations. C'était à quel âge ça? Comme tous les enfants, enfin comme beaucoup d'enfants en optimiste, entre 3 et 6 ans à peu près. D'accord. Voilà, les premiers stages, découvertes, loisirs, donc Ouais. c'était vraiment du loisir, c'était une semaine par an par exemple, sur la côte atlantique autour de La Rochelle et l'île de Ré. Et c'est là que j'ai eu mes premiers pas sur l'eau, et peut-être évidemment mes premières sensations et premières peurs et peut-être adrénaline en même temps. Ouais. À partir de quand tu t'es dit, ça, j'ai envie d'en faire plus et j'ai envie, voire même de me professionnaliser? Parce que comment on passe de j'ai 6 ans et je fais l'optimiste avec mes grands-parents à tout d'un coup, en fait, je me bats pour le faire Vendée Globe, je me bats pour aller sur des courses et tout d'un coup, c'est mon métier en tant que tel, quoi. C'est quoi le gap? Comment ça marche? Déjà, c'est quelque chose qui se construit jour après jour. C'est évidemment à 4 ans ou à 6 ans, on rêve d'être cosmonaute, postier, marin, voilà, mais on ne sait pas vraiment de quoi va être fait le lendemain. Ouais, Donc c'est avant tout une démarche qui s'est presque fait naturellement dans mes premières années et qui s'est ensuite plutôt mise en place comme une stratégie en quelque ouais, sorte. Et évidemment, quand on découvre un milieu comme la mer et l'océan, la première chose, et c'est peut-être cette valeur-là qui a été la plus riche dans les premières années en tant qu'enfant, c'est la liberté, la découverte, la liberté. De partir, de quitter le rivage pour aller sur l'eau, ça ouvre un panel de Hmm. possibilités infinies. Et comme en tant qu'enfant, on a déjà un esprit sans limite, pas borné, pas normé par notre société, Hmm. et ben je crois que finalement c'est l'esprit d'enfant qui est resté, enfin qui a été prolongé dans mes années à suivre, et qui ont confirmé que cette zone, cet océan, qui représente une zone et qui offrait cette possibilité de toucher à cette liberté, sûrement que ça a dû me toucher au plus profond de moi, et que après évidemment de navigation en navigation, ce virus en quelque sorte était déjà intégré dans mon sang, mais surtout
il y est resté et il s'y est développé, quoi. Tu as dit 2 trucs qui sont vraiment forts. Et au passage, j'en profite pour faire un coucou à Valérie Gérard qui nous a envoyé un petit message. Salut Val. Parce que c'était avec Val que du coup, j'ai eu la chance de rencontrer Nico. Il y a 2 choses que tu as dit qui sont vraiment sur lesquelles je vais rebondir. La première chose, c'est fondamentalement, en fait, on est tous restés des gosses. Enfin, je caricature, mais en gros, c'est ça. Et j'aimerais qu'on va regarder après un extrait de Alain Colas, où il a le smile jusque-là parce qu'il a rattrapé un de ses concurrents en plein milieu de la course. Il est comme un gosse à réfléchir, à se dire qu'est-ce que je vais pouvoir lui raconter comme connerie quand je vais le dépasser. Et à la fois, le côté totalement liberté, avec Ellen MacArthur, pareil, on va voir un extrait, le début de son TED. On va peut-être le voir tout de suite d'ailleurs, où elle explique, elle, comment elle a eu ce virus, et finalement, je me rends compte que c'est un peu le même, finalement. Il y a un côté, genre, jeu d'enfant, liberté. On le regarde, Ouais. et après, on se retrouve, ça dure, allez, une petite minute. When you're a child, anything and everything is possible. The challenge so often is hanging on to that as we grow up. And as a 4-year-old, I had the opportunity to sail for the first time. I will never forget the excitement as we closed the coast. I will never forget the feeling of adventure as I climbed on board the boat and stared into her tiny cabin for the first time. But the most amazing feeling was the feeling of freedom, the feeling that I felt when we hoisted her sails. As a 4-year-old child, it was the greatest sense of freedom that I could ever imagine. When you're a child, anything and everything is possible. The challenge so often is hanging on to that as we grow up. And as a 4-year-old, I had the opportunity to sail for the first time. I will never forget the excitement as we closed the coast. I will never forget the feeling of adventure as I climbed on board the boat and stared into her tiny cabin for the first time. But the most amazing feeling was the feeling of freedom, the feeling that I felt when we hoisted her sails. As a 4-year-old child, it was the greatest sense of freedom that I could ever imagine. When you're a child, anything. Bon, est-ce qu'il faut être un gosse pour faire de la voile? Est-ce qu'il faut garder son regard d'enfant et en même temps, comment est-ce qu'on fait pour garder son regard d'enfant tout en se disant qu'on prend un petit risque quand même, non? Quand on part 3 mois, comme les mecs du Vendée Globe, seul, même si effectivement ils ont de la radio qui permet, mais ça c'est finalement assez récent. Tu pars tout seul pendant 3 mois, et aujourd'hui c'est 3 mois, mais je pense qu'à l'époque ça va être 4-5 mois peut-être. T'es tout seul au milieu de l'océan. Personnellement, c'est pas un enjeu de liberté. Pour moi, si tu me dis tu pars 3 mois au fin fond de l'océan, je te dirais genre t'es vraiment sûr? Est-ce que tu arrives à comprendre pourquoi est-ce que pour un skipper, pour un navigateur, pour un explorateur, il y a un enjeu de liberté derrière cette envie de fuite un peu, mais c'est pas une fuite, c'est un voyage, quoi. Je pense que c'est lié à cette notion d'enfant, c'est que c'est un jeu. C'est un jeu de se dire, tiens, je vais quitter la berge, hisser les voiles, partir dans la direction choisie, et par exemple, voir quand est-ce que je verrai plus la terre que je viens de quitter. Tu te fais des jeux comme ça quand tu es sur... Ça peut être un jeu. Ok. Donc, ça peut être un jeu dans l'autre sens, de dire je pars et puis on verra bien où le vent me mène, et si j'ai atterri au Brésil ou aux États-Unis par exemple. c'est un peu spécial comme jeu. Non, mais en vrai, par contre, moi, ça m'intéresse. Tu te fais des jeux, toi, quand tu es sur ton bateau? Genre Est-ce que déjà tu as le temps de te faire des jeux, et est-ce que tu te racontes des histoires? Est-ce que tu as ton imaginaire tout d'un coup qui est en mode à 100 à l'heure et tu t'imagines plein de trucs ou est-ce que finalement, quand tu es sur un bateau, c'est tellement technique finalement que tu as tout contrôlé et tu n'as pas le temps de te raconter une histoire, tu as surtout envie d'arriver au bout, le premier y a un peu des deux évidemment, surtout si on dissocie pas course et croisière, parce qu'en croisière il y a quand même le temps, le côté contemplation qui vient presque par-dessus tout le reste. Mais dans la course. Mais en course, moi ça a toujours été un point important en fait de faire la course en tant que compétiteur avec cet aspect de performance, mais à mon sens qui n'est pas dissociable de l'aspect plaisir. Et dans le plaisir, entre autres, dans un environnement comme l'océan, cette notion de contemplation, de prendre le temps, d'apprécier ce qui se passe autour de nous, et peut-être plus d'apprécier, mais de se familiariser avec ce qui se passe autour de nous, parce qu'on est quand même dans une zone inconnue à la base. Ouais. On va chercher cet inconnu, on va chercher
cet endroit, cette zone hors de nos frontières, hors de notre zone de confort à nous-mêmes, exactement. Et un petit peu comme ce qu'on disait sur mon parcours au début, c'est que il en a fallu un petit peu de curiosité et d'audace pour quitter en quelque sorte une terre à 1000 km de l'océan et venir bousculer les Bretons sur leur propre terrain en quelque sorte. Donc, mais tu sais, on parlait du Vendée Globe en ce moment. Ouais. Alors moi, je te l'ai dit tout à l'heure, je connais pas grand-chose et du coup, effectivement, ça m'intéressait d'avoir ta lecture de ce qui se passe en ce moment. Et tu me disais qu'effectivement, ça fait plusieurs jours que les mecs ils sont à fond et qu'ils ont zéro temps de pause. Est-ce qu'il y a encore une notion de plaisir là-dedans quand ça fait 5 jours que tu t'en prends plein la gueule, que tu traces, que t'as pas une seconde pour toi? Bah, effectivement, par rapport à l'actualité du Vendée Globe, on voit du premier au dernier, il faut bien savoir que il y avait 29 concurrents au départ, il y a 29 profils différents, et il y a donc 29 histoires différentes. D'accord. Histoire par rapport à ce qu'ils vivent, mais aussi de la façon dont ils y racontent leur histoire. Donc c'est vraiment déjà c'est une richesse pour la course, mais c'est aussi une richesse humaine dans le sens où n'importe qui peut s'associer et partager l'histoire de celui qui va lui faire le plus de sens par rapport à sa propre histoire de terrien, de sportif, d'entrepreneur, voilà. Donc ça c'est une chose. Et, donc après, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a 29 façons de vivre la course en fait en ce moment. Exactement. Okay. Après par rapport au vécu que moi j'ai pu avoir sur des courses moins importantes, puisque j'ai pas encore fait le tour du monde sans escale en course, c'est ce côté de l'engagement qu'on décide ou qu'on y met, évidemment lié aux objectifs qui peuvent être eux-mêmes liés à des objectifs de partenaires. On n'est pas dans le même état d'esprit quand on part sur une course avec un objectif de découverte, par exemple, quand c'est la première, que sur un cas comme Armel Lecléache qui vient sur son 3e Vendée Globe, oui c'est ça, 3e, et qui a fait 2 fois 2e aux éditions précédentes. Ouais. Donc, et là, il a envie de gagner. Voilà. Et là, il est moi, combien ? c'est là où je me pose la premier, question. Là, il était premier il y a quelques heures, il est repassé 2e. Et c'est là où, dans la façon justement dont on regarde leurs vidéos en ligne et tout, de comment transpire en fait ce que vit le marin à bord de son bateau. Et chez un profil comme Armel Lecléache, c'est très lisse. Et il y a finalement peu d'émotions et peu d'interprétation de ce qu'il vit, et c'est presque un petit peu trop lisse en quelque sorte. D'accord. Et si on recule un peu dans le classement de la course, on va évidemment quitter des projets 100% professionnels avec des objectifs de performance et de gagne pour se rapprocher de projets un peu plus aventure, découverte, et on va retrouver des skippers qui justement eux arrivent à nous transmettre autre chose que cette compétition, que c'est ce mode finalement qui est assez binaire en mer, qui est binaire, donc c'est comme l'ordinateur, 1 et 0. 1, je suis on, je suis réveillé, je règle mon bateau, je regarde ma météo, j'établis ma stratégie de route. Donc c'est vraiment 100% tourné performance. Ouais. Et le 0 qui est en fait le off, je me nourris, je me repose, je prends soin de moi, qui fait partie du quotidien, c'est indissociable. Et je poste des photos sur Instagram. Je poste des photos sur Instagram, je fais de la communication. Et suivant les profils, on a beaucoup de l'un, pas assez de l'autre, ou l'inverse de l'autre côté. J'aimerais qu'on regarde une vidéo dès que t'es arrivé à l'appart, t'as fait « Est-ce que t'as vu cette vidéo ?» Alors on va la regarder. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? C'est avec la marine, ouais. Où tout d'un coup t'as un bateau du Vendée Globe qui croise un bateau militaire. Et en fait, raconte-moi en fait ce qu'on voit sur ces images. Moi, je vais remonter un peu plus en amont que ça. Vas-y, pour revenir sur ce qu'on disait du why en quelque sorte, un profil comme moi est devenu complètement fanat de voile et de course au large. En fait, c'est ce sport et cette discipline qui est la navigation. Historiquement, il faut bien savoir que les premiers explorateurs étaient des navigateurs, avant d'être des spationautes. Donc, il y a ce côté inspiration, en fait. Et moi, petit, dans mes premières années, j'ai eu la chance d'observer, via la télévision par exemple,
ces grands sportifs aventuriers, ces grands marins des années 70, 80, 90, qui finalement m'ont mis qui m'ont donné cette étincelle dans l'œil de dire tiens, voilà, ces mecs-là, ils font un truc incroyable, intouchable, inaccessible. Et comme quand on est gamin, tout est possible, bah peut-être que cette idée-là, elle est restée ancrée et que ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, voilà, j'ai été inspiré par des gens, des sportifs, des aventuriers, qui m'ont donné envie de me dépasser et d'aller Qu'est-ce qui te chercher plaisait? ça. C'était la performance ou c'était on va voir tout à l'heure Alain Collat. Je fais un teasing de ouf sur la vidéo, alors mais c'est juste qu'elle est longue, alors j'ai envie de la caler au bon moment. Où ses yeux pétillent vraiment, quoi. Et c'est et même aujourd'hui en fait, n'importe quel. Voilà, c'est ça, c'est ce côté inspiration et ce côté. On en parlait tout à l'heure, ce côté imaginaire. Qu'en fait, on sait depuis des millénaires, l'homme va sur l'eau pour des questions de découverte, des questions commerciales, les échanges, pour rapprocher les continents, pour découvrir d'autres civilisations. L'homme va sur l'eau, c'est comme ça, ça a été toujours le cas. Mais par rapport à la course et aux images dont on parle, qu'on va regarder, c'est ok, les bateaux ils partent de France, il y a beaucoup de médias aujourd'hui, il y a beaucoup d'images sur le départ, il y a énormément de public et de fans qui se déplacent au départ de la course. Alors ça, on va en parler, l'aspect médiatique, effectivement. Et puis ensuite ils partent, et il y a quelques années, il n'y avait pas du tout ou très peu de communication et d'images qui revenaient du large vers la Terre, ce qui est quand même un peu différent aujourd'hui. Mais il y a toujours ce côté imaginaire que nous, terriens, on se demande mais qu'est-ce qui se passe là-bas, loin, au milieu de l'Atlantique, ou ce qui est le cas là pour les premiers du Vendée Globe, qu'est-ce qui se passe quand ils sont par 40, 50 degrés sud dans l'océan Indien, plus près de l'Antarctique que du continent africain, par exemple. Comment est la mer, comment est le ciel, quels animaux ils rencontrent, est-ce que c'est dur, est-ce que c'est pas dur, il doit faire froid, il y a des icebergs peut-être, enfin voilà. On dit qu'il y a des vagues qui sont aussi hautes que les Alpes, est-ce que c'est vrai, pourquoi, comment C'est toutes ces questions, on se crée un univers complètement imaginaire, jusqu'à peut-être un jour où on peut confirmer cet imaginaire par des images. En y allant ou en regardant des images. En y allant ou en regardant des images. Et donc les images qu'on voit là, en fait, sont incroyables parce que... Qui sont été tournées hier, donc au sud, dans le grand sud de l'océan Indien, un petit peu après leur passage au large des Kerguelen, donc à l'est des Kerguelen, oui. C'est des images que quelqu'un comme moi qui suit la voile depuis que je suis tout petit, on n'a jamais eu l'occasion de voir les bateaux de l'extérieur sur cet océan Indien, dévaler les vagues plus hautes que les Alpes à des vitesses incroyables. Bon, alors du coup, c'est ça que la Marine nationale, qui était heureusement, enfin par chance, dans la même zone, à la même période. C'était pas par hasard, il y a une coordination entre l'équipe média du Vendée Globe, l'équipe média de TF1, si je dis pas de bêtises, et la Marine nationale. Ils sont coordonnés pour arranger cette espèce de meeting au milieu de l'océan Indien. Et ça, c'est pour nous, public, une chance inouïe de pouvoir ramener des images, pas du bord du bateau, mais de l'extérieur. Voilà. Bon, alors on va regarder ça, et puis on va voir ensuite, on va en reparler juste après. Populaire de l'hélicoptère Helios pour Montagne. Ici Banque Populaire 172, Moran recevez. Banque Populaire d'Helios, fort et clair. Bonjour à tout l'équipage de Nivos. Ça fait plaisir d'entendre du monde à la VHF comme ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu de présence humaine. Donc très content de vous
entendre. Plaisir d'avoir du monde aussi dans le sud de l'océan Indien. Donc merci à vous d'être là. Et puis très content d'être en tête ici au Kerguelen. Bon, c'est assez serré. On a Alex Thompson qui est pas très loin derrière moi, mais très content d'être aux avant-postes là depuis plusieurs jours. Et puis de passer les Kerguelen, c'est un passage important dans la course. Ça montre quasiment la moitié de l'océan Indien. Et puis un côté un peu assez sud par rapport au parcours. Donc c'est un passage important pour moi. Ça va très vite. Là, on est encore à plus de 22 de moyenne, donc c'est physiquement et mentalement c'est usant, mais bon, ça permet effectivement d'avoir des bons temps de référence et un bon chrono ici au Kerguelen. Good boss, this is a French Navy helicopter on channel 16. Can you switch on channel 72? A French helicopter, this is Hugo Boss. I'm sailing with two reefs, Staysail, the Reacher, and I'm sailing between 20 and 23 knots, 28 knots of breeze. Yeah, no, the race with Armel's been fantastic. It makes it more interesting now that I only have one foil. I find it much harder on this tack. On port tack I am a little slow, but on starboard I am full speed, so no, I enjoy it's good to be racing somebody like Armel. He keeps the pace, it makes me work hard, and makes it very interesting. Bon, moi j'ai vraiment envie que tu fasses à peu près ça la prochaine fois que tu prends un bateau. Hein. On te filme, on organise quelque chose, tu es penché comme ça sur l'eau. J'avais une question vraiment d'idiot. Ça, on va plus vite quand on est totalement penché comme ça? Moi j'ai l'impression qu'il y a plus de frottement et que fondamentalement le bateau n'est pas forcément fait pour être totalement... Ouais, effectivement, c'est une bonne question. L'équilibre, l'assiette du bateau a une énorme influence sur la vitesse. Alors la première des raisons, c'est en fait la surface mouillée, on appelle ça. C'est combien il y a de surface de coque en contact avec l'eau. Qui dit contact dit frottement et donc résistance à l'avancement. Ouais. Voilà. Donc il faut savoir qu'un bateau, si on fait une généralité, un bateau marche mieux avec un petit peu de gîte, donc pour sortir un petit peu de la coque de l'eau, mais il marche mieux comme ça que complètement sur la tranche. Ouais, on est d'accord, voilà. C'est pas fait pour quoi. Quand les voiles touchent l'eau, c'est qu'a priori c'est quand même... La moyenne entre les équilibres, les forces en présence, c'est de la physique. Toutes ces forces et ces équilibres de force seront plus efficaces avec une gîte raisonnable, on va dire. Ouais. En chiffres, ça dépend des formes des dessins de carène, de comment les architectes ont décidé de dessiner, où mettre la puissance dans le dessin de la coque. Et peut-être comment le skipper il a envie comment le skipper navigue aussi, évidemment. Et, ce que tu me disais l'année dernière, il y a 4 ans, ils se sont retournés ou ils ont eu des problèmes déjà Non, c'est pas ça du tout. J'ai mal interprété. Non, effectivement, il y a des bateaux qui ont été construits, dessinés. Et on sait que voilà, sur le papier, tel bateau marche mieux avec 35 degrés de gîte, ce qui est énorme. Et que d'autres, un multicoque par exemple, qui lui a une stabilité de par sa largeur, fonctionne beaucoup mieux proche du contact avec l'eau, donc presque à plat. D'accord. Là, on a vu une vidéo et on en parlait justement de l'impact et la force des contenus de plus en plus dans la voile, mais dans aussi beaucoup d'autres sports. Et j'aimerais qu'on aille sur un autre versant, on progresse un petit peu, et qu'on aille sur cet aspect média. Ce qui m'intéresse en fait, c'est de se dire que finalement aujourd'hui, un bateau qui part sur le Vendée Globe, oui, il y a une marque qui l'accompagne, oui, il y a un skipper, oui, il y a une équipe, mais en fait, c'est avant tout un média en tant que tel qui produit du contenu tout le temps. C'est un peu comme le mec qui est parti dans l'espace. Où tu fais des conférences Facebook avec lui, tu peux lui poser des questions et tu es en direct et ce mec est juste à l'autre bout du... Et en fait, la technologie permet de faire des trucs absolument incroyables. Comment est-ce qu'on fait pour à la fois être sur son bateau, être concentré, avoir son imaginaire à lui et en même temps, enfin, faut être un peu au four au moulin, quoi. Là où on se dit, aujourd'hui, il faut faire à la fois des photos, des vidéos, des trucs, des machins, sauf qu'en fait, il faut faire la même chose en termes de prod, sauf que tu es sur l'eau, tu vas à tout à l'heure et tu as zéro temps pour toi. Donc il y a 10 000 questions dans ce que je viens de dire. Il y a déjà comment ça marche un peu et est-ce que c'est une obligation aujourd'hui fondamentalement?
Et est-ce qu'on a le temps? Et est-ce que ça casse pas un peu le truc? Alors, pour revenir sur la généralité, on sait tous qu'il y a 20, 30 ans, le sponsoring sportif, c'était apposer une marque, un visuel, et attendre que ça se passe. Et puis ensuite, on voyait si la marque était bien perçue par le public. On sait tous qu'aujourd'hui, ça c'est révolu. Et que pour bénéficier de retombées et valoriser un partenariat, principalement dans le domaine du sport, il faut mettre 1 euro pour effectivement apposer sa marque et associer la marque avec la discipline choisie. Il faut remettre 1 euro pour faire savoir justement qu'on est partenaire de telle équipe de foot ou de tel marin. Ouais, c'est ça. L'affichage suffit, puis il faut vraiment être dans la proactivité de se montrer qui on est, puis produire du contenu pour raconter une histoire. Nous, moi j'aime bien dire, dans le monde du marketing sportif, on parle d'activation. Donc c'est vraiment trouver des moyens de faire parler du projet qu'on a décidé de suivre, de supporter, d'accompagner. Sachant que le Vendée Globe, c'est 4 ans de prépa, 6, voire... Voilà. Sachant que sur le Vendée Globe, comme tu dis, c'est principalement des projets qui s'étalent sur 4 ans, puisque le Vendée Globe a lieu tous les 4 ans, une Olympiade. Et comme c'est un sport mécanique, il y a toute cette notion de préparation technique qui doit évidemment être réglée et le mieux possible en amont du départ, comme en Formule 1 par exemple. Et que tout ce qui va se passer en amont du départ est sujet à contenu. La préparation technique, la préparation physique, mentale du skipper, je t'arrête. Tous ces points. Le skipper m'intéresse, et donc toi. Aujourd'hui, comment tu définis ton job en fait? Tu sais, en fait, dans le monde des startups, on dit souvent qu'aujourd'hui, on a une génération de slashers, où on fait toujours 10 000 trucs à la fois, parce qu'à la fois on est curieux, on a l'envie de faire plein de trucs parce que c'est drôle, ça te permet de rencontrer plein de monde, c'est cool. Enfin, voilà. Et donc on aime bien faire 10 000 trucs. Toi, finalement, j'ai l'impression que tu fais partie de cette génération aussi, quoi. Parce qu'à la fois, tu es skipper, comme je disais, tu es entrepreneur, parce que fondamentalement, aller chercher des fonds, enfin, on parlait avant de lever de fonds et compagnie, j'ai l'impression de parler avec un mec qui était incubé dans une start-up, il faut lever des fonds. Moi, je fais des courses, il faut que j'aille lever des fonds pour aller courir. Il faut que tu t'entoures d'une équipe qui fasse de la com et compagnie. Enfin, tu as 10 000 métiers, il faut que tu racontes des histoires. On va montrer une de tes vidéos où tu es avec ta GoPro, où tu as une perche incroyable, où du coup, tu peux filmer le bateau en voit et compagnie. Donc, il faut avoir une vision après sur tout. Finalement, la part de course aujourd'hui, est-ce que tu arrives à bien manager un peu tous ces temps-là? Ou est-ce que c'est complexe et il faut avoir une journée de 90 heures pour y arriver? C'est ultra complexe, il faut une journée de 90 heures, que ce soit à terre ou en bateau, comme on l'expliquait avant. C'est que il y a certes un aspect obligation, parce que la société d'aujourd'hui est dans l'instantanéité, est dans le live et dans le contenu. Donc ça, c'est une réalité, il faut faire avec, mais sans tomber dans l'excès non plus. Ce qu'offre le support voile, c'est justement aussi ce côté, sur une édition du Vendée Globe comme cette année par rapport à il y a 4 ans, on voit bien qu'on a encore franchi une étape dans la qualité des contenus, la quantité des contenus, mais ça fait pas tout. Ce côté aussi de temps en temps, qu'on nous on appelle ghost mode, c'est-à-dire de rien raconter pendant un laps de temps donné, ça permet, ce qu'on disait aussi avant, de laisser travailler un peu l'imaginaire du public et des gens. Donc je pense que c'est important de bien doser la quantité et ce qu'on raconte aussi dans les contenus qui sont diffusés. Ouais, c'est intéressant en fait, ça veut dire effectivement, vous êtes dans des temps forts où tout d'un coup il faut tout raconter tous les jours, et effectivement de créer c'est un peu comme en musique, quoi. Le silence aussi a un impact dans l'histoire que tu as envie de raconter. En fait, vous profitez des silences pour aussi créer de l'envie, de l'émotion, pour que du coup... Et appuyer éventuellement une valeur, une émotion, un moment clé de la course aussi. Est-ce qu'on pourrait envisager qu'une personne comme toi, qui du coup a ta boîte, t'as ton business, on pourrait avoir des incubateurs de skippers tu vois, est-ce qu'on pourrait rapprocher le monde des startups et le monde... Alors là, c'est de la voile, mais ça pourrait être d'autres sportifs, ou... pour avoir une école, tu vois, Alors il y a déjà des structures qui accompagnent les marins, principalement sur l'aspect sportif, entraînement. Il y a quelques structures qu'on appelle des écuries de course au large, qui sont des sociétés privées, qui accompagnent aussi les marins sur tout ce qui va être administratif, juridique, voire un peu management global du projet. D'accord.
Ça existe. Maintenant, il n'y a pas encore de vraie transposition de ce qui se passe dans le monde des startups et surtout des startups dans le numérique, par exemple. Il n'y a pas encore cette transposition-là dans l'activité sportive, que ce soit la voile. Mais tu sens la transition ou pas? Tu sens que le truc est en Pour train moi, de la pivoter transition, c'est même pas une transition, c'est que le modèle est transposable dans les deux milieux, et peut-être encore plus loin, c'est que chaque milieu doit alimenter et nourrir l'autre milieu. Donc, je pense qu'il y a un espèce d'écosystème qui n'existe pas aujourd'hui et qui peut être sûrement une richesse future. Je propose qu'on regarde une vidéo où on va te voir du coup, parce que maintenant on parle de toi depuis une demi-heure là. Ce serait peut-être bien qu'on le voit sur ton bateau. Et en fait, et après on parlera justement de en fait, c'est quoi ton métier aujourd'hui? Ce sera la question d'après. They say it's a matter of time, 1,000 days and the sun won't shine before I come back to you. When I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. For your love I will go far, I wanna be wherever you are. I know I'm coming back for you. Our love is a river long, the best ride in a million wrongs. I know I'm coming back to you. And I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. I go solo, oh I go solo. I'm making my way home, I'm making my way. Stop me, I'm making my way home, I'm making my way. I go solo, oh I go solo. I'm making my way home, I'm making my way. C'est pas la marine nationale qui me filme, moi. Non, mais alors c'est ce que tu racontais, et moi je m'en mets dans mes câbles. C'est absolument génial, la GoPro, ça vous a sauvé en fait. De tout d'un coup avoir la GoPro avec une perche énorme et pouvoir se dire, regardez juste où on est. Et, c'est absolument Avant génial. la GoPro, c'était techniquement pas simple parce qu'il y avait, évidemment, on est dans un environnement ultra humide, voire sous-marin. Ouais. Et il y avait finalement peu de technologie qui permettait d'avoir un truc simple, léger, où il y avait une batterie qui tenait un peu la route, dans un boîtier étanche. Ouais. Voilà, donc c'est effectivement l'arrivée de la GoPro a permis à tous les gens qui vont sur l'eau, en fait, que ce soit en kayak, en kite, en funboard, en bateau, de commencer à montrer ce qui se passe une fois qu'on a quitté la berge. Ouais. Et c'est là où on voit qu'il y a des distributeurs type Facebook, YouTube et compagnie, Instagram qui permet de toucher une audience, des outils techniques qui te permettent de commencer à produire du contenu professionnel, on l'a vu sur la vidéo, et tout ça se met en place. J'aimerais qu'on parle de l'initiative que tu avais montée à l'époque. Je le parle au passé du coup, parce que du coup elle s'est terminée et puis maintenant tu pars sur autre chose. Et l'idée était assez intéressante, c'était adopteinskipper.com. Oui. L'idée était de dire,
ok, moi j'ai envie de faire le Vendée Globe, j'ai envie d'aller courir, je recherche des sponsors. Go, en fait, adoptez-moi et faites en sorte que de manière collaborative, tous, on puisse participer au truc et je vous emmène avec moi dans ma barque. Donc là, on l'a vu sur ce bateau, du coup, tu l'avais skinné, adopte un skipper. C'est quoi un peu le... Donc là, maintenant, donc du coup, le Vendée Globe est parti, toi maintenant tu pars sur d'autres aventures. Cette aventure a duré 4 ans, c'est ça? C'était la prépa Vendée Globe, à peu près. Comment tu l'as vécu en fait ce truc-là? Parce que c'est quasiment une entreprise en fait, c'est quasiment une start-up que tu as montée pendant 4 ans. En fait, il n'y a pas eu une start-up qu'on a fermée puis remontée une autre. Il y a une continuité dans tout ça. Déjà, je ne suis pas arrivé sur un 60 pieds IMOCA, donc les bateaux du Vendée Globe du jour au lendemain. Comme on disait tout à l'heure, depuis que je suis gamin, ça s'est construit, on a passé des étapes. Parce que le bateau sur lequel on te voit, ce que tu me disais en off tout à l'heure, ce bateau, là, il est sur le Vendée Globe en ce moment. Ouais, exactement. Donc, en 2012, j'ai assisté au départ du Vendée Globe pour la première fois. J'étais déjà évidemment dans le milieu, bien ancré. Mais j'ai assisté au départ et j'ai participé à toute la semaine de préparation, j'étais sur l'eau sur le départ, tout ça. Et puis c'est là que j'ai dit, bon, certes l'idée elle est là depuis longtemps, mais maintenant il faut passer à l'action. Et en 2012, j'ai dit, voilà, le prochain départ c'est dans 4 ans, j'y serai, on va travailler, tout mettre en place pour être au départ en 2016. Et donc on a commencé, comme tout projet, à faire notre pitch au brouillon, et puis ensuite à monter un vrai dossier, à démarcher un réseau pour trouver des partenaires, fédérer aussi des collaborateurs, parce qu'il y a quand même, comme on disait, plein de disciplines différentes pour qu'un projet comme ça voit le jour. Et on est arrivé en octobre, enfin fin d'année 2014, donc après 2 ans de pré-projet, on est arrivé à une période où c'était vraiment le temps de rentrer dans le concret, de lancer le projet, c'est-à-dire d'investir pour continuer à avancer. Et à ce moment-là, il y avait une réalité aussi qu'il y avait un marché des bateaux d'occasion qui commençait à être de plus en plus compliqué, parce que beaucoup de marins voulaient prendre le départ du Vendée Globe 2016. D'accord, c'était la période où tout le monde était un marché de l'occasion qui n'était pas très riche. Donc on a décidé de prendre les devants et de dire, voilà, maintenant il faut un bateau. Parce que si on n'a pas de bateau et qu'on lève quand même des fonds pour aller faire le Vendée Globe, bah on sera bloqué. Donc avec certaines personnes de mon réseau qui étaient déjà vraiment proches, avec lesquelles on a décidé en fait de faire une levée de fonds, une première levée de fonds. Dans cette levée de fonds, en face, il y avait des investisseurs qui ont décidé d'investir dans l'achat d'un bateau. Puisque le bateau reste quelque chose de matériel, d'amortissable. Oui, puis à mon avis, il est pas... Donc on a décidé d'acheter un bateau qui était en fait le bateau qui avait fini 3e en 2012 aux couleurs de Hugo Boss, donc une superbe machine. Et on a commencé à travailler... C'est fou que ce bateau ait une histoire comme ça. Ouais, les bateaux ont aussi une histoire. Et on a commencé donc à préparer ce bateau-là, en se disant, maintenant il faut aller se qualifier, il faut aller s'entraîner, aller faire des courses. Et on avait une première échéance qui était la Transat Jacques Vabre à l'automne 2015. Donc il y a une transatlantique en double. Et on s'est dit, voilà, il faut qu'on prenne le départ de cette course-là pour passer du projet PDF au projet concret, touchable. Et puis surtout qu'on commence à voir et qu'on commence à créer du contenu et à communiquer aussi. Et au même moment, comme on était dans une position où on avait, nous, investi et fait la prise de risque, on n'avait pas de partenaire qui avait décidé d'adhérer au projet, et donc de prendre l'identité du bateau et du couple skipper-bateau. Et il nous paraissait, nous, essentiel, sur cette Transat Jacques Vabre 2015, d'avoir une identité, un nom de course, une identité, un nom de projet aussi, et que cette identité-là soit différenciante, voire décalée sur le ton un peu de l'humour, et qu'elle soit percutante dans le sens intrigante, dérangeante. Et c'est comme ça que nous est venue l'idée de nommer le bateau et le projet sur la Jacques Vabre, adopteunskipper.net, puisqu'il y avait dans Adopte un Skipper, il y avait cette notion multi-partenariat, ouvert à tout le monde, et on voulait fédérer un maximum en fait de personnes, d'entités, qu'elles soient publiques ou privées, sous ce nom-là. Je voudrais faire une parenthèse sur Adopte un Skipper, parce qu'on l'a dit aussi. On a beaucoup préparé cette émission. En fait, on s'est vu depuis 1 heure. Ça fait 1 heure qu'on a commencé cette conversation, où tu disais que tu travaillais avec l'agence Win Report. Oui.
Et je voudrais juste leur faire un énorme bisou parce que WinReport, du coup, était l'entreprise et l'agence qui était juste à côté de la cantine de Nantes. Et tout ce magnifique endroit a brûlé il y a une semaine maintenant. Et j'ai pas eu le temps de retourner à Nantes pour revoir tout ça. Mais en tout cas, voilà, je fais un énorme bisou à tous les Nantais. Parce que je pense que c'est très compliqué pour eux en ce moment. Et même si, en fait, je suis fasciné par leur folie de tout d'un coup avoir mis un draft sur Google avec 250 boîtes qui disent « Mec, venez chez nous, pardon. » Et qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a plus une cantine à Nantes, mais il y a 250. Mais je pense aussi à Yannick Perrigo, du coup, et à WinReport, parce qu'eux aussi, ils ont perdu leur bureau. Et ça va être une étrange aventure pour eux. Et du coup, voilà, je voulais juste leur dire, voilà, de mon petit appartement ou de notre petit appartement, on pense à eux et on espère les revoir très vite. C'est vrai que c'est une bonne illustration de ce qui peut se passer en mer, quoi. Il y a un concurrent qui a dû faire demi-tour il y a quelques semaines parce que le haut de son mât avait cassé. Évidemment, c'est pas prévu, surtout dans un projet qui a été préparé depuis 4 ans ou plus et qui a du monde qui suit derrière. Mais voilà, WinReport, on leur souhaite beaucoup de courage et on sait très bien qu'ils vont rebondir de cette aventure qui... Ce serait une autre agence, on sera en mode compliqué. Mais effectivement, WinReport passe leur vie à accompagner des skippers, des projets nautiques entre autres. Et des projets surtout où il y a une capacité d'inconnu qui est tellement énorme que c'est évident qu'ils vont et voilà, ils savent, et comme ils accompagnent des marins, ils savent ce que c'est de contourner la zone sans vent et de faire un peu face à la diversité. Donc, et du coup, ensemble, vous réfléchissez et vous faites Adopte un skipper. Voilà. Explique-moi le process, comment ça marche? Est-ce que c'est n'importe qui peut mettre de l'argent? C'est du crowdfunding un peu public ou est-ce que c'est une manière plutôt que les partenaires viennent vous voir? Comment vous avez un peu pensé le truc? Sur le moment, c'était vraiment une décision d'action de terrain en fait, plus que une stratégie de levée de fonds. C'était donner une identité pour qu'on parle du projet. Et comme je disais tout à l'heure, que ça intrigue. Et si ça intrigue, donc les gens viennent voir. Et évidemment, quand on s'appelle pas encore le Zinedine Zidane de sa discipline, il fallait un petit peu sortir du lot et trouver un axe de différenciation. Mais ce que je trouve très cool, c'est que Adopte un skipper, donc c'est en lien avec Adopte un mec. Mais encore une fois, et c'est pour ça que j'aime bien ta matrice ou ta façon de voir, parce que finalement, il y a encore une fois un ADN très tech. Très mobile, très app, très numérique, quoi. De se dire tout d'un coup, c'est pas neutre tout d'un coup avec ton profil. Et j'adore, dès qu'on parle ensemble de ça, ça me fascine de voir à quel point c'est lié ces deux mondes-là. Et comment toi, tu arrives à être un connecteur entre ces deux univers-là. Et comment tu l'as vécu, ça, le fait de se dire tout d'un coup, bah oui, et en plus, ça correspond un peu au côté un peu tech, jeune, nouveauté, transition que j'ai envie de donner. Il y avait un jeu là-dedans ou est-ce que... Oui, évidemment, c'était lié et il y avait ce côté accessibilité. C'était un peu la finalité de ces applications, de faciliter les rencontres humaines, là c'est le côté séduction évidemment, mais de désacraliser un truc qui était pour certaines personnes... une vraie difficulté du quotidien, quoi, d'aller vers l'autre, surtout du sexe opposé, et puis de tenter ce jeu de la séduction. Et en fait, nous, le sexe porteurs opposé, de projet, les entreprises porteurs de projet, chefs d'entreprise, on doit faire des levées de fonds, on doit financer nos projets, et on a cette même difficulté à se vendre, à séduire, à aller voir le sexe opposé, puisque en tant que sportif on n'est pas forcément dirigeant d'entreprise de base, donc c'est vraiment se confronter à des choses inconnues. Donc ça faisait un petit peu le parallèle avec cette notion-là de relation homme-femme et de séduction, mais ça sous-entendait, comme tu l'as dit, toutes les compétences et la technologie, le numérique, une application de téléphone. Ça aussi, ça nous orientait aussi un petit peu et ça, on n'a pas pu le mettre en place à ce moment-là parce qu'on avait on était préoccupés et c'est pas un choix, enfin c'était pas un problème, mais c'était une obligation. C'est que à partir du moment où on a un bateau à gérer, une Formule 1 qui mesure 18 mètres et qui est ultra technologique,
on est obligé de s'en occuper de ce bateau. En fait, je trouve Voilà. ça couillu Donc il a fallu aussi faire des choix à un moment Ouais. parce qu'on avait cette structure technique à gérer et que cette structure technique, elle nécessitait aussi beaucoup d'investissements financiers et on a dû faire des choix, des coupes budgétaires pour dire voilà, on aimerait bien booster cette stratégie adoptunskipper.com avec une application dédiée, avec une page éventuellement de crowdfunding dédiée, tout ça. Et En même temps, moi, il faut que je me on prépare un peu. essaye de le dire, voilà, il y avait cette difficulté qui, je pense, fait vraiment écho avec le monde de l'entrepreneuriat À et des fond. startups, que l'entrepreneur est finalement quelqu'un de très seul face à une multitude de difficultés qui doivent surmonter. Et ça va de l'administratif au technique, en passant par le juridique, le contenu, la com. les ressources humaines, parce que même si, comme je dis, l'entrepreneur est trop seul, il y a quand même des entrepreneurs qui sont associés, qui ont des équipes salariées, tout ça. Donc voilà, c'est... Mais dans les valeurs que tu défends avec Adopt un Skipper, ce que je trouve cool, c'est que là encore une fois, tu casses les codes et il y a le. Moi, ce que je trouve couillu, c'est tout d'un coup de venir en face de tout le monde et de dire nous, on accepte la prise de risque. Là où finalement, chez les autres, il y a encore cette vieille culture de dire non, tout est blindé, machin. Alors que la prise de risque est peut-être tout aussi forte sur certains périmètres. Toi, tu arrives avec tes équipes et tu dis bah non, peut-être que nous, on va pas y arriver, mais au moins on le fait. Et ça, je trouve, tu connais bien mieux que la voile que moi, mais j'ai pas l'impression. Dans la voile, moi, je vois toujours des bateaux hyper beaux, hyper custom, hyper machin. Tout est déjà blindé quand tu vois. Et je trouve ça cool, ce côté process de dire bah en fait, moi, je vous mets une étape d'avant. Je suis pas sûr d'arriver au bout, mais j'ai tellement envie d'y aller, go, on y va quoi. Et je trouve que là, il y a un côté très start-up d'acceptation de l'échec, à capacité à gérer une pression tout d'un coup et à gérer juste un aléatoire qui peut arriver. Et ça, je trouve ça vraiment très cool en termes d'image de tout d'un coup dire ouais, je m'en fous, quoi qu'il arrive, j'y vais. Et je trouve ça vraiment très chouette quoi. En fait, ce qu'il faut comprendre là, c'est que c'est exactement ce qu'on vit et ce qu'on met en place au quotidien, mais c'est de la sincérité, presque en fait. minute par minute. En course au large et principalement en course au large en équipage réduit, en solitaire, en double. C'est les mêmes problématiques, le même environnement instable qu'on ne maîtrise pas, dont il faut accepter l'instabilité. Et voire même un peu plus loin, il faut accepter que des fois la mer ne nous laisse pas passer en quelque sorte. Donc effectivement, il y a ce parallèle-là, pour moi il est évident. Et la transposition des compétences que j'ai dû acquérir et développer pour être performant sur l'eau en course, j'ai dû transposer ça dans le monde de l'entreprise et l'entrepreneuriat, qui n'était vraiment pas mon domaine de formation et de départ. Et en fait, c'est moi ce que j'appelle l'essai-erreur. Quand j'ai commencé à faire ces essais-là, je me suis rendu compte de la pertinence, de la cohérence et surtout de cet aspect convergence entre ces deux milieux, ces valeurs, ces compétences. Voilà. Très cool. Et peut-être qu'intrinsèquement, c'est ce qu'on essaye de faire en fait au quotidien dans nos projets, c'est de casser un peu les frontières, voire de réduire, déjà de réduire les distances, et voire de supprimer les frontières entre des milieux qui, historiquement, n'ont rien à faire ensemble. Est-ce que tu penses que là, aujourd'hui, on voit Hugo Boss, on voit Sodebo, on voit toutes ces marques-là qui financent des bateaux. Est-ce que demain, on aura des bateaux Facebook, des bateaux YouTube, on aura des bateaux Google Ce serait génial. Non, mais est-ce qu'il y a déjà des approches en ce sens-là? Est-ce que tu as déjà entendu des startups ou ces fameuses grosses boîtes, même Amazon qui pourraient financer ou un Apple? Pourquoi pas un bateau Apple? Ce serait quand même cool. Moi, ce serait compliqué. Mais parce qu'ils ont déjà un bateau. Mais tu vois, est-ce qu'on peut aller jusqu'à là? On peut se dire que c'est possible ou on fantasme total là? Ah non, moi je suis le premier à croire que c'est possible et que même que mieux que possible, ça aurait un impact intéressant et ce serait d'une richesse assez incroyable. Maintenant, c'est notre job, mais pas que le nôtre, c'est aussi le job des médias, des prescripteurs, comme tu prends le rôle aujourd'hui. C'est que finalement, l'océan, la navigation et encore plus la course et la course au large est assez peu connu. Donc il y a un vrai problème culturel.
Ouais. Culturel dans le sens pas du loisir, culturel dans le sens outil, business, outil d'accroissement de dans ce sens-là, valeur, ok. outil de... Parce que quand on voit tous les gens qui... C'est un moyen, comme un autre, d'aller créer de la valeur. Mais il y a tout un imaginaire et on se rend compte, alors là on va aller sur la partie plus numérique, mais il y a un jeu vidéo je sais plus si tu connais très Le bien. Virtual Regatta, C'est ouais, ça. tout à fait. Ouais. Où il y a des centaines, des centaines de milliers de personnes qui jouent à ça. Il y a quand même une espèce de communauté absolument énorme aujourd'hui dans la voile. C'est quand même assez incroyable quoi, d'avoir autant de personnes qui font la régate en même temps. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui suivent les mecs sur Instagram et compagnie. Enfin, il y a quand même un truc autour du web qui est un levier absolument énorme pour le bateau. C'est presque une chance. Mais c'est le bon exemple de genre d'outils qui ont permis de passer la voile d'une ère des dinosaures à une ère justement numérique, ouverte à tout le monde, avec ce côté simplification et compréhension du coup pour le public. Mais on en parle. Virtual Regatta, et c'est peut-être un des meilleurs leviers des dernières années pour faire passer cette discipline-là d'un monde complètement inconnu et voire presque qui fait peur à un monde parce qu'extrêmement technique quand même. Du fan et des... Et du joueur, et on peut exactement. Imaginer du joueur professionnel si dans le e-sport qui se développe Voilà, énormément, et demain on a peut-être que l'étape suivante c'est le e-sport et tu crois qu'on pourrait se recréer une coque de bateau et tu serais un dedans environnement, voilà, peut-être un jeu virtuel où on prendrait autant de seau d'eau que Hugo Boss dans l'Indien, beaucoup de seau d'eau là. mais en restant derrière dans son canapé par exemple. Donc il y a plein de porosité dans ce truc-là. C'est quoi la suite pour toi ? C'est quoi Est-ce que tu sais déjà à peu près parce que le truc de la voile c'est que c'est des temps extrêmement longs. Est-ce que tu sais si Vendée Globe 2020 c'est une perspective pour toi ? S'il y a d'autres courses avant ? Je sais que tu fais pas que de la voile, tu fais aussi beaucoup de ski et compagnie. Donc est-ce qu'il y a voilà, c'est quoi un peu toi la perspective allez, sur 10 ans, on va non, tu sais à peu près ou pas ? C'est une belle perspective. Tu sais un peu où c'est trop compliqué pour l'instant parce qu'en ce moment tout le monde est focus Vendée Globe et du coup la marche d'après Ouais, un peu des deux évidemment. Là, on a une actualité qui est d'une richesse incroyable. Donc toi, tu cours de plateau télé en plateau télé en ce moment. On en profite pour activer des choses autour du Vendée Globe. Je suis beaucoup sollicité parce que comme j'étais quand même dans l'histoire jusqu'au jour où on a dit ok, le projet doit être reporté par rapport à ma participation à l'édition 2016 pour des raisons qui étaient évidentes pour nous. On en parlait tout à l'heure de la gestion de risque. Notre métier de marin et d'entrepreneur, c'est quotidiennement de la gestion de risque. Et même plus que ça, parce que j'aime pas ce mot risque en fait. C'est pour ça que je suis très connecté au monde anglo-saxon. Et dans le monde anglo-saxon, on dit take a chance. C'est le fameux TED de 2020, Cyril de Lastérie. Ouais, qui est très... jamais on prend de risque. On fait que prendre des chances. Et sur ce qui va se passer demain pour moi, c'est un petit peu la même chose. C'est que en fait, j'ai mis plein de graines en terre dans les années passées. Et pendant ces 2, 3, 4 dernières années, j'ai passé mon temps à arroser ces graines. Quelquefois, il y a un petit bout de tige qui a commencé à sortir de terre, mais c'est pas devenu un arbre. Donc on a continué à arroser, voilà. Et mon quotidien, c'est un petit peu ça, en fait. C'est j'arrose toutes ces graines. Et à force de travail et d'échanges et de proactivité, on a une tige qui va sortir de terre. Et puis cette tige va faire un arbuste et sûrement un arbre par la suite. Donc c'est ce côté confiance en soi, évident. Je pense que c'est vraiment important. Et puis ce côté audacieux, évidemment, parce que on se lance pas dans un projet comme ça si on n'a pas une envie vissée, mais profondément. Je comprends. Et ce côté curiosité au final, parce que c'est aussi... aujourd'hui, on parle de Vendée Globe. Évidemment, j'ai une envie énorme
Et elle est vraiment ancrée d'un jour pouvoir participer à une course autour du monde sans escale. Donc comme on dit, on va continuer à travailler pour que je sois au départ du Vendée Globe en 2020. Mais si la vie m'offre d'autres trajectoires et d'autres opportunités, je suis incapable de vous dire aujourd'hui quelles opportunités je saisirai et lesquelles je laisserai passer. Ouais. Moi, je voulais te féliciter pour 2 trucs. La première, c'est déjà parce que je trouve ça hyper cool. En fait, à chaque fois que je te vois, je suis en mode, mais c'est absolument incroyable. T'as une capacité à, alors je sais pas si ça, on regardera la vidéo, je sais pas si ça se voit à l'écran, mais à chaque fois je suis fasciné parce que je me dis, mais c'est juste incroyable. Et je me souviens qu'on avait fait, du coup, quand t'avais fait du bateau avec Valérie et puis toute cette équipe-là, moi je vous avais suivi, j'avais fait un peu de vidéos, et j'avais adoré le smile que t'avais toute la journée à suivre les mecs, alors que c'était quand même des branquignoles de première parce que c'était des start-upers, et je le dis avec beaucoup d'amour. Et j'avais trouvé ça très cool, et j'aime beaucoup ta capacité à transmettre. Et la deuxième chose, c'est ta capacité juste à être vraiment dans cette nouvelle génération de on accepte les risques et on y va. Et je trouve ça tellement cool d'avoir quelqu'un qui, à un moment donné, dit moi, mon rêve, c'est d'aller faire ça et de tout donner pour y aller. Et moi, je trouve ça vraiment très cool. Merci. Donc moi, j'ai très envie de bosser avec toi. Sache-le, à chaque fois qu'on se quitte, à chaque fois, je suis en mode, faut qu'on se revoie. Hein. Et c'est pas du... C'est pas pour rien qu'on se retrouve sur le canapé. Parce qu'après, la discussion, on va parler business. Non, mais vrai de vrai, je trouve que c'est un truc incroyable. Et moi qui suis absolument fan de storytelling, je trouve qu'il y a des telles histoires à raconter sur l'eau, parce que on en parlait avec Thierry Keller, donc la semaine dernière, dans ce canapé. Sur ce canapé, ce mythe de l'explorateur, ce mythe de l'aventurier. Je trouve qu'aujourd'hui, à part les voileux ou les skippers, il y en a assez peu qui représentent ce mythe-là, qui est un mythe un peu fondateur pour nous, qui nous prend au trip. Il y a plus beaucoup de personnes qui prennent autant de risques, qui nous font autant rêver, qui ont autant ce mix d'imaginaire où tout d'un coup on se dit mais c'est juste à la fois fou, génial, ça me fait peur mais ça m'excite. Enfin, il y a un mélange de tout ça, et c'est absolument pour ça, à mon avis, qu'il y a autant de monde en Vendée pour le Vendée Globe, parce que il y a un côté inconnu qui est genre absolument excitant, quoi. Ouais, je crois que ce que tu dis là par rapport plus de 350 000 personnes sur les digues du port des Sables-d'Olonne le jour du départ, et aussi en bateau accompagnateur sur l'eau et tout ça, ces gens, en fait, je pense, c'est peut-être pas la seule raison, mais je pense que ces gens, ils se raccrochent à quelque chose qui n'existe presque plus dans notre civilisation d'aujourd'hui. Et ces marins, ils ont un côté héros, des temps modernes, heureusement, mais un côté héros, et que tous ces gens qui viennent au Sables-d'Olonne voir ces héros, en fait, ils se donnent le moyen de toucher physiquement, de toucher le héros physiquement, mais plus que ça, de toucher l'aventurier, le conquérant, même si c'est pas le côté conquête, mais le côté conquérant, dans le sens où, voilà, il y a je ne sais combien d'années, c'était presque la fibre de la civilisation, c'était ça, c'était qu'est-ce qu'il y a derrière l'horizon, qu'est-ce qu'il y a derrière ce sommet. C'était inconnu. Voilà, et l'horizon, c'est pas une ligne infranchissable, au contraire, c'est une porte vers la suite, quoi. Voilà, donc je pense que aujourd'hui est un petit peu lié à l'actualité, à ce côté un petit peu morose, si je puis me permettre, de l'actu mondiale. Les gens ont besoin de rêver. Et des gens qui illustrent aussi bien et de façon aussi énorme le rêve. Je pense que voilà, les marins du Vendée Globe, c'en est un des meilleurs exemples. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des meilleurs. Ouais. Alors, ce que je te propose, on a tellement parlé de la vidéo de Alain Collard et on l'a pas montré. C'est vrai. Qu'on va finir là-dessus, en fait. On va se quitter sur cette vidéo et puis on cuttera le live après. Si vous avez des questions, mais en fait, vous n'en avez pas trop posé, comme à chaque fois, n'hésitez pas à en poser. Où est-ce qu'on peut te retrouver d'ailleurs? Tiens, t'as un Twitter, t'as un Facebook? Alors, évidemment, ouais. T'as un site? Site internet, Twitter, Facebook, quasi tous sous la même identité, donc c'est Nico Boitvézy. Ouais. Donc le fil Twitter Nico Boitvézy, Facebook Nicolas Boitvézy, coureur au large, et le site internet nicoboitvézy.com. Super. Voilà. Et donc on et peut après, sur tous les... Bah là, on a le salon nautique qui démarre ici à Paris samedi, où je serai présent. On a, profitez-en d'ailleurs, je vous conseille d'y aller. C'est le PC Course du Vendée Globe qui se trouve au pied de la Tour Eiffel, quai Branly,
jusqu'au 15 janvier, qui Ok. est ouvert au public. Il y a des lives tous les jours, tous les midis. Il y a la vacation en live avec les marins. C'est génial, ok. Tous les midis. Il y a aussi 3 émissions hebdomadaires le mercredi après-midi, le vendredi après-midi et le dimanche après-midi. Ok. Voilà. Et c'est un plateau ouvert au public. Vous pouvez aller presque vivre l'aventure au cœur Et voir en du direct PC ce qui se course, passe. voir ce qui se passe. Il y a aussi une exposition très bien faite, un peu plus liée biodiversité, environnement marin. Voilà, donc c'est aussi notre rôle, évidemment, en tant que Alors ça, on en témoin reparlera. de Tu reviendras. l'environnement dans lequel on, Tu reviendras, on en parlera, on évolue. ça. Voilà. L'écologie et de l'impact, effectivement. Merci Nicolas, c'était un vrai plaisir de t'avoir là. Mais, moi aussi, Romain, merci à toi pour l'invitation. On se retrouve la semaine prochaine et on sera avec Emmanuel Chila. On parlera réseaux sociaux, on parlera personal branding. On fera pareil. Ouais. Et on se quitte avec Alain Collat. On se quitte avec cette vidéo qui me fait mourir de plaisir à quel point. Donc vous allez comprendre toute cette situation, à quel point il a des yeux d'enfant et un smile incroyable quand il parle de cette course. Et je trouve que ça résume extrêmement bien à la fois la liberté qu'a un skipper et en même temps le regard d'enfant qu'il garde. Et donc voilà, c'est hyper cool de finir sur cette petite image. On te retrouve très vite. On te souhaite plein de bonnes choses. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao! Salut tout le monde! Imaginez qu'en plein milieu de l'Atlantique, et exactement au milieu parce que la position de midi nous situait exactement à la mi-route, voilà que je vois devant moi, à l'horizon, les mâts de vendredi 13 qui était mon concurrent le plus direct dans cette course. Cette course, la victoire ne devait aller qu'à l'un ou à l'autre de nos deux bateaux qui sont les plus extrêmes possibles, chacun dans son genre. Et être arrivé au milieu de la course et me rendre compte que j'avais fait jusque-là jeu égal avec mon adversaire direct dans les conditions qui étaient les siennes, c'était extraordinaire, mais je hurlais sur place, j'étais tellement excité, alors je me suis mis aussitôt à la barre, et puis jusqu'à ce que je l'ai rattrapé. Ça a pris du temps parce que j'allais un peu plus vite que lui, mais c'était des décimales, des petites fractions de nœuds. Alors, peu après midi, je suis arrivé à sa hauteur. Qu'est-ce que vous pensiez pendant cette approche du vendredi 13? Alors, je me disais, qu'est-ce que je vais lui dire? Parce qu'on va être à côté l'un de l'autre, on va se dire quelque chose. Alors, je pensais à des trucs du genre de la rencontre de Livingston, Monsieur Terlin, je suppose, ou encore des trucs du genre, je sais pas, Newport, c'est bien par là, des trucs idiots. Il m'en est venu des quantités à l'esprit. Et puis quand je suis arrivé à sa hauteur, tout ce que j'ai trouvé à dire, ça s'est résumé en un geste. Je lui ai fait un signe de la main. Et puis lui, il m'a regardé un bon moment. Et puis il a arpenté le pont de son bateau jusqu'à l'avant. Et là, il s'est assis à l'avant, dans son balcon. Il a regardé ses voiles, il a regardé son réglage. Et puis je suis arrivé exactement à sa hauteur, je passais. Alors là, il m'a fait un grand signe. Et je lui ai fait un grand signe. Et puis, c'est difficile à résumer un moment pareil.